On se retrouve en direct sur Radio Campus 93.3. La musique n'est pas partie. La musique est pas partie. Si, je te jure, c'est bon. Merde. Donc c'est pas grave, on va le faire comme ça. Moi qui voulais taper une micro-sieste. Moi qui voulais, oui. Écouter la musique surtout. C'est écouter la musique. Oui, je ne sais pas pourquoi le cartoucheur n'a pas marché, mais c'est pas grave. On se retrouve avec nos deux nouvelles invitées du soir, parce que c'est le soir, mine de rien. Ouais, il est 17h45. Donc on a Célia Martinez. Bonjour. Presque bonsoir. Qui fait du ski de vitesse. Du coup, tu nous parleras un petit peu de ta discipline tout de suite. Et puis tout à l'heure, on aura l'interview de Céline Prel. Prel. C'est ça. Donc j'avais bien ses invités. T'as bien taffé, excusez-moi, je suis à blâmer. Qui du coup viendra nous parler de boxe, qui fait de la boxe à l'ASM. Et tout de suite, on va passer du coup à Célia. Oui. Avec la première question, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton sport? C'est du ski, mais un petit peu particulier. Ouais, du coup, moi, je fais du ski de vitesse ou du kilomètre lancé. On connaît sous les deux noms. En fait, c'est assez simple. C'est une discipline du ski alpin où le but est d'aller le plus vite possible. Donc, on descend des pistes très raides, on va tout droit et le résultat, c'est une vitesse. Et voilà, le but, c'est d'aller le plus vite possible. Et comment t'es arrivé à faire ce sport-là? T'étais d'abord du ski, puis t'as voulu aller vers la vitesse? Oui, c'est ça. Donc moi, je suis des Hautes-Pyrénées à la base. Depuis 2 ans et demi, je suis sur des skis. Au début, je faisais du ski alpin. Puis j'étais dans un club qui promouvait énormément cette discipline. J'ai commencé, j'étais à 80 km/h, j'avais 6 ans. D'accord, puis oui. après à 100 km/h. Puis j'ai toujours aimé la vitesse. Donc ensuite, je me suis dirigée dans cette discipline. Puis c'était là où j'avais les résultats. Donc maintenant, je fais plus que du ski de vitesse. Et tu fais d'autres disciplines à côté, loisirs à sensations fortes, entre guillemets? T'aimes bien ça? Oui, j'adore les sensations fortes, donc je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire pour faire ce sport. Par contre, oui, je fais du saut à l'élastique, j'ai déjà fait du parachute, mais c'est pas quelque chose de quotidien. Je fais d'autres activités, mais pas à sensations fortes. Je fais d'autres activités, je fais de la course à pied, du vélo, de la muscu pour faire du ski de vitesse, mais je fais pas tous les jours d'autres sports à sensations fortes. Parce que du coup, comment on fait pour le ski l'été? Tu t'entraînes autrement? Tu fais peut-être des sessions de ski dans les salles? Enfin, ça doit coûter assez cher. Non, en fait, ce qu'on fait pour le ski de vitesse, donc l'hiver, je fais beaucoup de ski libre jusqu'à janvier, puis à partir de janvier, je commence à m'entraîner spécifiquement pour le ski de vitesse. Et ensuite, tout l'été, je fais de la préparation physique. Donc pour moi, c'est course à pied, entre 50 et 80 km par semaine. Okay. Beaucoup de muscu, 3 à 4 séances, où je travaille un peu tout ce qui est nécessaire pour le ski de vitesse, donc l'équilibre, la force, la puissance, puis des choses très spécifiques, où on va faire des squats, des choses plus spécifiques pour le ski. Donc tout l'été, c'est vraiment de la préparation physique. On va très peu, moi je vais pas à l'étranger, on va un peu sur les glaciers quand c'est possible, mais non, on fait pas du ski en salle ou quoi que ce soit. Après, on peut également travailler en soufflerie, où là on va venir travailler notre aérodynamisme. D'accord, oui. Et du coup, t'es en compétition là en ce moment, comment ça se passe ta saison? Ouais, c'est ça, là je suis en pleine saison, j'ai entamé fin janvier, on a commencé par l'étape de Coupe du Monde en France, puis la semaine dernière j'étais en Finlande et je repars la semaine prochaine en Suède. Donc là jusqu'à début avril, j'enchaîne, je fais des allers-retours entre Clermont. On a eu de la chance de t'avoir du coup. Ouais, c'est bien tombé. Du coup, ce week-end je suis là, le prochain je suis déjà plus là. Et je fais des allers-retours entre les divers pays dans lesquels je cours et Clermont. C'est quoi le pays dans lequel t'aimes le plus skier? La France, parce que déjà c'est chez moi. Et puis Var, c'est la seule piste où on peut atteindre des vitesses très importantes, où on peut aller à 220, 230 km/h. C'est vraiment la mecque du kilomètre lancé, donc en France. Ça correspond à quoi au niveau du dénivelé, de la pente? C'est une pente à combien? Alors à Vars, c'est vraiment spécifique à chaque piste. Donc par exemple, pour vous parler de Vars, le haut de la piste est à 98%. D'accord, donc à la limite, on voit pas le bas de la piste en fait quand on saute. Quand on se jette, on voit pas le bas de la piste. Donc c'est vraiment des accélérations très importantes. Pour vous donner une idée, on passe de 0 à 200 km/h en moins de 6 secondes. Donc c'est une accélération proche de la Formule 1. C'est mieux que ma Toyota, ça. T'as un entraînement au niveau de la force comme ça, du fait de passer aussi vite de 0 à 200? Non, en fait, tout l'entraînement, je dirais au niveau juste musculaire, ça va être beaucoup de gainage, la proprioception, tout ce qui est squat, en fait, pour avoir tout le corps gainé. Tout le corps gainé et pour pouvoir résister. Parce que du coup, l'accélération se fait, puis après, il faut tenir l'accélération, après, elle continue et le run, il dure 15-20 secondes et après, il faut tenir la vitesse pendant tout ce temps. Donc, en fait, toute la préparation qu'on a l'été, c'est vraiment pour tenir à haute vitesse ou à plus faible vitesse quand les pistes sont pas très bien damées. La moindre imperfection de la piste, en fait,
Ça peut vous faire énormément bouger. Ouais. Enfin, ça se joue à quoi du coup les différences entre les différents skieurs. Ouais, ça se joue à quoi? C'est au niveau du placement des pieds, au niveau de peut-être de l'aérodynamisme, parce qu'on pourra en reparler juste après, mais il y a une combinaison spéciale aussi. Oui, exactement. Donc le premier facteur, c'est vraiment la façon de skier. On est tous issus du ski alpin, tout le monde, enfin du ski cross, du ski alpin, mais tout le monde vient à la base du ski alpin. Donc c'est vraiment comment on arrive à tenir la vitesse et à skier la piste. Et un deuxième facteur, c'est l'aérodynamisme. Donc être très aérodynamique et arriver à tenir cette position pendant qu'on skie à haute vitesse en fait. Et du coup, oui, comme tu viens de le dire, on a un équipement très spécifique. Une combine rouge. On a une combinaison rouge en latex qui est très aérodynamique et qui nous permet d'aller plus vite. On a des ailerons derrière les mollets pour être plus aérodynamique, des formes en goutte d'eau, un peu comme au cyclisme. Des skis très longs pour nous permettre d'être stables, de 2,40 m, des bâtons qui sont cintrés sur nous. Donc vous avez des bâtons du coup quand vous descendez? Ouais. D'accord. Et ça vous sert à quoi? C'est si vraiment vous êtes en position de dérapage ou c'est pour gagner encore plus d'aérodynamisme? Non, c'est pas du tout pour l'aérodynamisme, c'est vraiment pour l'équilibre. En fait, ça nous permet de bloquer la position et d'être... vous pouvez essayer en ski classique. Sans bâton, c'est beaucoup plus difficile de s'équilibrer. Du coup, c'est vraiment pour s'équilibrer dans la position de shoes, quoi. Ça n'existe pas des gens qui font sans bâton, du coup? C'est interdit. C'est interdit, d'accord. On est obligé d'avoir des bâtons pour... Il y a tout un règlement pour les ailerons, le casque, il faut que tout ça soit dans des poids limités, des dimensions limitées, et par exemple les bâtons ils sont obligatoires. D'accord, et du coup ta combinaison elle pèse combien? Elle doit être légère j'imagine? Non, la combinaison c'est des choses qui sont... Enfin il y a un fabricant qui est en France qui fait les combinaisons pour tout le monde, donc ça à la limite c'est fait sur mesure, mais c'est la chose qui est pas contrôlée. En fait on fait ce qu'on veut, le but c'est d'être le plus aérodynamique possible. Par contre après, plus on est lourd, plus on va vite, donc c'est le contraire. D'accord. Faut s'alourdir au maximum dans la limite de la du raisonnable. Ouais. Et par contre, faut pas être gros parce qu'il faut pas avoir de prise au vent. Donc l'idéal c'est d'être dense, hyper musclé et d'avoir un faible une volume. Combinaison lourde du coup. Ouais, la combinaison du coup elle est sur nous, donc il faut quand même qu'on puisse bouger, qu'on puisse skier, skier, donc elle est sur nous. Mais par contre, les bâtons par exemple, c'est 1 kg chacun. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est quand on achète des bâtons, ils font pas 1 kg, on les remplit de sable. Nos ailerons, c'est pareil, 1 kg chacun. On va mettre des boules de plomb pour les mettre jusqu'à 1 kg. Donc ça, c'est tout optimisé au mieux. Mais disons que c'est vraiment pour jouer sur les détails entre les différentes filles. Des fois, en Vars, par exemple, ça s'est joué à 5 centièmes le podium, 5 centièmes de kilomètre/heure. Moi, je suis troisième à 186,35 et la quatrième, elle est à 186,40 km/h. Oui, donc ça, c'est vraiment du rien, quoi. C'est la combinaison, c'est l'équipement à ce niveau-là, du coup? La façon de skier. Ou n'importe quel petit détail, en fait, a son importance. Fait la différence. Donc, faut essayer d'être au mieux sur l'équipement pour qu'après, il y ait juste... ce que nous on fait sur la piste qui permettent de faire les différences. Et du coup tes teams Michelin, c'est ça qui te permet de financer tes saisons en partie, parce que est-ce qu'on vit vraiment du ski de vitesse? Non, en France on ne vit pas du ski de vitesse parce que pour différentes raisons, mais on peut pas vivre du ski de vitesse. Du coup il n'y a aucun professionnel en France. Donc d'accord. De toute façon c'est un sport qui est assez amateur, il n'y a pas de prize money sur la Coupe du Monde, c'est vraiment... Ah oui, d'accord. Ouais, c'est un sport qui est très amateur. Et moi j'ai de la chance, en travaillant chez Michelin, de pouvoir poser mes congés durant l'hiver, donc ce qui me permet de me libérer et de concilier le travail et les compétitions. Et ensuite effectivement d'être au sein du team Michelin depuis 3 ans, c'est sûr que ça aide bien pour la saison. Parce que du coup tu fais quoi comme boulot chez Michelin? Moi je suis ingénieur à l'ADO, au centre de recherche. Et du coup c'est quoi exactement comme type d'ingénierie que tu fais? Alors là je viens de changer de poste, mais je m'occupe, je suis dans l'expertise véhicule au niveau de tout ce qui est pneus à grosse dimension, donc poids lourd, etc. Et tu arrives du coup à gérer au quotidien les deux aspects de ta vie, celle de professionnel de haut niveau quand même si c'est pas professionnel, c'est quand même du très haut niveau, et d'un autre côté ton statut de salarié, Et moi en étant chez Michelin, j'ai de la chance que oui, donc j'ai un poste qui me permet d'organiser, je suis en recherche et développement, donc je peux organiser les projets. Et c'est vrai que là c'est une période un peu de bourre où je rentre une semaine, j'ai plein de choses à faire, je repars. Mais pour le moment j'arrive assez bien à concilier les deux. Après j'ai toujours fait ça, que ce soit dans les études, j'étais en école d'ingénieur, je faisais les deux, je faisais ça au lycée, donc bon, au final... T'aurais pu ne pas arrêter le ski si t'avais pas pu allier les deux? Oui, en fait, quand j'ai cherché un travail, au départ, j'ai pas dit que je faisais du ski, comme on n'est pas professionnel. Pour moi, l'important, c'était de gagner sa vie. Oui. Et j'ai arrêté pendant ma première année d'études,
parce que je pouvais pas concilier les deux. Et oui, bien sûr que le ski, j'ai de la chance de pouvoir en faire, mais c'est une passion, ça me permet pas d'en vivre, donc à choisir. Et c'est quoi du coup qui a fait que tu as repris la décision en deuxième année de refaire du ski? C'est que moi j'ai fait l'INSA de Toulouse, donc une école d'ingénieurs dans laquelle j'avais le statut de sportif de haut niveau. La première année, j'ai voulu la faire à fond parce que c'était prépa intégrée. D'accord, oui. Et c'est pas évident de concilier les deux. Et en fait, une fois que ça a marché, j'ai repris le ski et j'ai vu que les deux marchaient bien. D'accord. Et du coup, une question peut-être les autres. Moi, je me demandais comment t'expliques le fait justement que ce soit pas professionnel. Je suppose que c'est dû au droit télé notamment, à des choses dans ce genre, un financement qui est peut-être moindre que d'autres formes de ski. En fait, je pense que déjà le fait que ce soit pas une discipline olympique, ça joue beaucoup. Ça a été en démonstration aux Jeux de 92 à Albertville, mais on voit bien que toutes les disciplines pas olympiques, c'est quand même plus compliqué. Ouais. Et puis après, je sais pas, parce que quand ça a été au jeu, ça a été une des disciplines qui a été la plus regardée à la télévision. C'est ce que je me disais, parce que c'est quand même quelque chose d'hyper spectaculaire. Au final, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Ouais. C'est peut-être trop dangereux aussi, non? Je sais pas. Non, ça aurait été interdit à ce moment-là, peut-être. D'accord. C'est pas plus dangereux que de la descente, par exemple. C'est un sport engagé, c'est sûr, c'est du ski alpin. Mais par contre, si on tombe, comme en descente, on peut se faire mal, mais c'est pas plus dangereux qu'une autre discipline du ski alpin. Oui, c'est comme tout sport, tout sport à risque, il faut éviter de tomber. Par contre, les gens qui disaient à 200 km/h tu tombes, ça va pas en fait, non, parce qu'on a des pistes très bien préparées et ça arrive qu'on tombe. Moi, je suis tombée 2 fois à faible vitesse pour le ski de vitesse, donc à 160 km/h. Et tu déchausses, c'est pas comme en voiture où parce que tu avais expliqué aussi que le casque il s'enlève, ça fait un espèce d'aileron avec un casque dessous, c'est ça, et il se décapsule quand tu tombes. Ouais, en fait on a tout l'équipement qui est approprié pour nous protéger quand on tombe. Donc on a une dorsale, les skis doivent déchausser, donc normalement on tombe sur le dos, on essaie de se mettre au mieux sur le dos et ça permet d'amortir un peu. Et ensuite, comme tu le dis, on a un casque qui est en fait 2 casques. On a le casque qui nous protège, comme un casque de moto, et par-dessus, on a une coque aérodynamique qui explose quand on tombe. Donc, il y a la coque du dessus qui permet juste à aller vite, et celle du dessous qui permet, en fait, de nous protéger. Donc, t'as pas peur quand tu tombes, en fait? Non, c'est pas. En fait, peut-être un petit peu quand même. C'est pas pareil. Quand je pars, c'est plutôt le contraire. En fait, quand je pars, je pense pas à me dire. Parce que quand tu tombes, t'as pas le temps d'avoir peur presque. Ouais, en fait, vaut mieux pas y penser. Quand tu pars, si tu te dis je vais tomber, souvent t'as des risques de tomber. Donc quand tu pars, tu dis je vais faire ma descente et ça va bien se passer. Je maîtrise mes skis et tout. Ça arrive que ce soit pas, mais t'y penses pas. Et après, quand tu tombes, ça fait un peu peur quand même. Et ça arrive souvent ça du coup ou pas? Enfin, tu tombes une fois tous les 6 mois ou tu tombes régulièrement? Elle a dit 2 fois dans sa vie. 2 fois dans sa vie, pardon. Moi, je suis tombée 2 fois, j'avais 18 ans. Donc une fois à 16 ans, une fois à 18 ans, et on ne tombe pas tous les 4 matins, non. Donc, parce que tu tombes beaucoup moins souvent au final que la plupart des autres skieurs. Enfin, dans les autres disciplines, je veux dire. Je sais pas si on tombe moins souvent, oui. Je sais pas, par rapport à... on voit sur les descentes, il y a peut-être 2 skieurs qui tombent sur une course. Ouais, nous, ça va être ça. Il va y avoir 1 à 2 skieurs sur une course. On tombe pas tout le temps. Après, il y a des skieurs qui tombent plus ou moins que d'autres. Ça dépend comment on dose notre risque, parce que plus on met les skis à plat, par exemple, plus on a de chances de tomber, mais plus on va vite. Donc après... Et les conditions climatiques, elles t'indiquent des fois de pas aller trop vite. Enfin, est-ce qu'il y a déjà une fois où tu t'es retenu d'aller vite parce que tu t'es dit là il y a peut-être un peu trop de vent, peut-être que là... Est-ce qu'ils annulent la compétition s'il y a des... Alors il y a 2 choses. Des fois inconsciemment en fait on se dit si on a un peu d'appréhension, on le voit, on a tendance à aller moins vite, à être moins gainé, mais du coup c'est là où on tombe parce qu'on n'est pas hyper gainé. Vous êtes stressé du coup. Ouais voilà, du coup c'est pas bon, vaut mieux pas partir en fait dans ces cas-là si on pense. Et ensuite il y a tout un tas de régulations, comme on fait quand même un sport très dangereux. Par exemple, pour le vent, tu parlais au-dessus de 15 km/h, on peut pas partir. D'accord, oui. Ce qui est pas énorme, nous, à notre échelle. Pas énorme. Par contre, nous, vu qu'on a des combinaisons en latex qui sont très imperméables, le vent, il nous pousse. Et il pénètre pas du tout dans la combinaison. Donc, la moindre rafale, le moins de choses, ça nous fait... et puis surtout, comme tu disais, c'est sur du détail. Donc, si tu perds quelques secondes à l'arrivée parce que tu dévies de 1 cm, j'imagine que si tu as du vent à 15 km/h, ça doit te faire vriller de partout. Exactement. Du coup, on estime qu'en dessous de 15 km/h, on est capable, nous, de tenir. Mais au-dessus de 15 km/h, oui, on évite. Et du coup, c'est pareil pour les hommes et les femmes, les 2 disciplines? Oui, on court tous ensemble, en fait. Sur toutes les Coupes du Monde, les Championnats du Monde, on est ensemble. Après, il y a juste 2 classements différents.
Mais ensuite, la différence, les hommes sont meilleurs que les femmes, mais par contre, la différence, elle n'est pas énorme non plus. C'est parce qu'ils sont plus lourds finalement, c'est même pas de la technique ou quoi. Alors, au niveau de technique, on peut se dire qu'on est à peu près pareil. Ouais, voilà. Mais c'est au niveau de la puissance, comme dans beaucoup de sports. Oui. En fait, les hommes sont plus puissants que les femmes et du coup, ce qui explique qu'ils sont meilleurs. Parce qu'après, nous, on a des plus petits gabarits, donc on a un aéro pur, on va être meilleur quand on travaille en soufflerie. Ouais. Par contre, au niveau puissance et à haute vitesse, ils sont un petit peu meilleurs. Mais par exemple, pour à Vars, là, la compétition qu'on a fait fin janvier, le meilleur homme, il était à 194 km/h et la fille à 190 km/h. D'accord. Et les hommes, ils ont dépassé les 200 ? Les hommes et les femmes. Les femmes aussi ? Oui. Moi, j'avais un record à 233 km/h. Ah, c'était le record que tu voulais faire la dernière fois, c'était 250 ? 250, ça, c'est le record du monde. Oui. 247 km/h, c'est le record du monde féminin. Et 242 km/h, c'est le record de France. D'accord. Voilà. Du coup, et pour les hommes, il est à 254 km/h, le record du monde. Du coup, tu as tes objectifs de vitesse avant la fin de ta carrière, même si tu as encore un peu de temps, j'imagine ? Oui, j'ai encore un peu de temps. C'est un sport qui se fait assez vieux. Donc, moi, j'ai 28 ans. Je suis plutôt dans les personnes qui sont jeunes sur le circuit. Mais là, moi, déjà, mon record mes objectifs à court terme pour la saison, j'aimerais bien aller chercher le record de France. Il est à 242 km/h. Mais en fait, c'est très compliqué de se dire on veut chercher une vitesse record. Par exemple, la saison dernière où j'avais parlé du record 247, 250 km/h, on a eu une saison où on n'a pas eu de neige, on est allé à 220 km/h. Oui, je me rappelle, les conditions n'étaient pas là, donc ça décale d'un an et c'est compliqué même mentalement, j'imagine, de s'entraîner pour quasiment rien finalement. Quasiment rien. Il y a quand même eu une Coupe du Monde, il y a eu des championnats du monde, il y a eu toute une saison. Par contre, c'est vrai que nous, on fait ce sport pour aller à haute vitesse et les Coupes du Monde, elles se font en moins de 200 km. Oui, voilà. C'est vraiment cette tentative de record du monde qui est importante pour moi, par exemple. Et j'espère que cette année, on aura de bonnes conditions parce qu'en plus, qu'il y ait de la neige, il faut que la neige soit rapide. Une neige d'hiver est beaucoup moins rapide qu'une neige le printemps. On a à peu près 15-20 km/h d'écart. Ouais. Et ils arrosent pas la neige aussi, je sais plus où j'avais vu ça pour que ce soit de la glace. Non, vous skiez pas sur de la glace ? Ski alpin. D'accord, ski alpin. C'est plutôt pour le ski alpin où eux, ils aiment bien. Non, mais il y en a, ils aiment bien skier sur la glace. Eux, ils skient vraiment sur de la glace. Nous, c'est le contraire. En ski de vitesse, plus la neige est chaude, plus elle est rapide. D'accord. Donc nous, on peut rien faire. On attend la fin de saison pour aller vite. Et du coup, c'est quoi les prochaines échéances ? C'est dur à dire ça, échéances. Les prochaines échéances. Que tu as du coup ? Du coup, moi, je pars la semaine prochaine en Suède. Il y a 3 Coupes du Monde. Puis j'enchaîne avec les Coupes du Monde en Espagne. Puis la tentative de record du monde. Et ensuite, je finirai les Coupes du Monde sur la fin de la saison. D'accord. Et ça se passe comment ? Du coup, les Coupes du Monde, c'est par classement en général ? C'est ça, en fait. Comme le ski alpin, je sais pas si ça vous parle, mais en fonction du classement, sur chaque étape, on marque des points. Et à la fin de la saison, on cumule tous les points qui ont été faits sur toutes les compétitions. Et puis, on cumule. Et les 3 premières, c'est les 3 qui ont le plus de points. Natacha ? Oui, je me demandais, parce que tu parles du record du monde, mais comment il est comptabilisé en fait ? Parce que tu as dit que c'est pas pendant les Coupes du Monde, vu que c'est limité à 220. Ouais, en fait, pendant les Coupes du Monde, on est sur des pistes où on va beaucoup moins vite. Et du coup, la tentative de record du monde, elle se fait fin mars, où ils sélectionnent les meilleurs skieurs. Donc, il n'y a pas tous les skieurs de la Coupe du Monde. Pour vous donner un exemple, là, on sera juste 7 filles et une quinzaine d'hommes. Et du coup, ils prennent en fait les personnes qui sont le plus capables de pouvoir battre ce record. Et ensuite, Mais où ça ? Ça sera à Vars. D'accord. Il n'y a que à Vars, en fait, actuellement, où on peut faire le record du monde. Du coup, Vars, c'est vraiment la piste mythique. C'est là que t'aimes. Enfin, c'est vraiment une piste où t'aimes bien skier. Ouais, c'est une piste où moi j'adore skier et où tout skieur de vitesse aime aller à Vars et aime partir du haut de Vars en fait, parce qu'il faut savoir que par exemple pour les Coupes du Monde, on part pas du haut de la piste, on part mi-piste et on est déjà à 200 km/h. Donc là, et on va faire un run pour la finale et en fait c'est 15 secondes dans l'année quoi. On a une chance et si on se rate, on peut pas repartir quoi. Donc c'est vraiment faut être prêt. Ça doit être un peu frustrant en tant que sportif d'avoir qu'un essai comme ça sur l'année. Tu gères comment ? Ouais, après on le sait, c'est beaucoup de stress, mais il faut aussi se préparer pour ça mentalement, physiquement, pour être prêt à mars. Après, moi il y a une fois où je suis partie 2 fois du haut de Vars dans ma carrière et une fois où ça s'est mal passé, après, faut attendre. Ça s'est mal passé, il s'est passé quoi du coup ? J'ai pas géré la vitesse. Je suis partie 50 mètres en dessous du sommet, j'ai fait un run à 225 km/h. Après, je suis repartie du haut, donc sur le sommet, et j'ai fait 216 km/h parce que la vitesse m'a pris, j'ai beaucoup bougé et j'ai pas géré le run. Bon, après, il faut être fort dans sa tête et il faut se remobiliser pour la compétition d'après. En fait, ça, c'est très important en ski de vitesse. Il faut se dire que chaque
compétition, elle est indépendante. Pour la Coupe du Monde, si on en rate une, bon, ça nous fait des points à moins, mais derrière, faut se remobiliser pour la compétition d'après. Et je pense que c'est un peu plus dur pour la tentative de record du monde parce qu'il faut attendre l'année d'après. Et il faut se requalifier pour l'année d'après. Mais après, c'est le jeu, quoi. Hugo, tu voulais dire quelque chose ? Comment tu te prépares mentalement ? Au-delà de la préparation physique, etc., est-ce que tu fais quelque chose pour te préparer mentalement spécifiquement ? Ouais, alors moi l'année dernière, j'avais vu un préparateur mental, donc qui aide bien, surtout à ce niveau-là, en fait, quand un run est raté, se remettre en condition pour celui d'après, et essayer de se concentrer, voir les ondes positives, et essayer de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire, et prendre... parce que c'est 80% de mental, le ski de vitesse, donc faut savoir où on peut placer notre dose de risque, ça c'est très important. Et moi je pense que ça m'aide beaucoup mentalement, je fais beaucoup de courses à pied et beaucoup de compétitions, et en fait ça me permet de toujours repousser tes limites, voilà. Et ça c'est hyper important, je pense. Du coup c'est ce que tu recherches quand tu fais du sport. Ouais. Et même en dehors. Même en dehors, même en fait, si moi tu peux pas faire un petit truc classique, tranquille. T'es obligé d'à chaque fois aller un peu au bout. Moi j'aime beaucoup la compétition, par exemple je sais pas si vous connaissez la Pyramenta. La Pyramenta, c'est une course de ski de rando. Moi, je la fais l'été en trail. C'est des trails un petit peu longs. Ski de rando, c'est tellement physique en plus, il paraît. Moi, du coup, je le fais en trail l'été, mais... mais ouais, j'essaie de repousser au maximum mes limites, mais moi, c'est ce qui me plaît dans le sport. Eh ben, c'est tout bon. Il est 18h06. On va te libérer pour passer à un petit blind test. En tout cas, merci Célia d'être venue, de nous avoir fait découvrir ton sport. Est-ce que juste on peut pratiquer du sport, du ski de vitesse quelque part ? Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai commencé avec le Challenge Quicksilver. C'est quelque chose qui est ouvert à tous les petits des ski clubs. Il y en a un à Superbès ici et il y a plein d'étapes en France. D'accord. Il y a aussi des challenges promotion, en fait, où on peut s'essayer jusqu'à 120-130 km/h. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et sur la piste de Vars, c'est ouvert à tout public, donc vous pouvez y aller si vous voulez aller à Vars. Du jeudi au dimanche, vous pouvez aller vous essayer jusqu'à 120-130 km/h. On va jeter Mathis du haut de la piste. Hugo, tu veux dire quelque chose ? Je ne vais pas le rattraper. Non, pas du tout. Non, c'est bon. Tu as dû voir des fantômes. Ouais, c'est vrai. C'est une expérience à faire. En tout cas, si vous êtes amateur de sport de sensations extrêmes et de sensations fortes, plutôt que de faire peut-être du saut en parachute qui est un peu plus classique, ça peut être bien si vous êtes bon skieur de tenter du ski hyper classique. Avec juste l'inconvénient que là, il faut un peu contrôler ses skis. Alors, au saut en parachute, on contrôle rien du tout. C'est des pantins dans l'air. En tout cas, merci d'être passé. On va passer je pense qu'on va passer une petite pause musicale avant le blind test. Pour entamer le blind test. Le premier qui devine la musique là. Et qui nous dit hors antenne. On va passer avec The Four Owls. Ouais. All My Life. C'est parce que tu parles pas anglais, Natacha. Tu parles que latina. Tu parles que latina. Et on se retrouve juste après dans la suite du Tour du Cadran en direct sur Radio Campus 93.3. À tout de suite.